Bon, on va finir la série des vidéos sur les agressions sexuelles avec les profils des pédocriminels. Je pense que la vidéo va être un peu dure à écouter pour plein de gens et il y en a beaucoup qui vont s'énerver. Mais bon, je pense que c'est une des seuls endroits où tu trouveras autant d'informations sur les pédocriminels. Bon, pour commencer, je te signale que j'ai déjà fait une vidéo sur le profil des agresseurs sexuels qui permettait de comprendre comment on construisait un profil dans la recherche et quels étaient les points les plus importants à analyser. Je te fais un résumé hyper rapide parce que tu verras que tout se recoupe quand on va parler d'agresseurs d'enfants. Alors, les gens, ils ont une sensibilité naturelle et certaines caractéristiques et sont issus d'un milieu qui interagissent avec ces sensibilités. Ce qui fait que dans une situation, une personne va agresser une autre, et quand on analyse les caractéristiques des gens qui vont agresser une personne, on trouve des mélanges d'orientation sexuelle hors normes, par exemple l'excitation à l'agression, des pensées permissives aux agressions comme « mais c'est pas si grave » ou « elle l'a cherché », des problèmes de contrôle émotionnel et de comportement, et un besoin d'intimité ou de contrôle. On retrouvera ces 4 points dans pas mal de profils de pédocriminels. On va organiser la vidéo comme ça. Déjà, on va définir les termes pour éviter quelques confusions tout au long de la vidéo. Ensuite, on va voir les facteurs généraux qui créent des pédocriminels. Ensuite, on va voir les différents types d'agresseurs et les différences entre eux. Et on finira sur la prévention et les traitements proposés aux agresseurs. Donc, commençons par les définitions. Mais attention, ce qui va suivre va potentiellement être dur à entendre pour pas mal de gens. Donc, commençons par définir pédophilie. Il y a 2 définitions communes à pédophilie en France. La première, ça désigne l'attirance sexuelle envers les enfants prépubères. On la distingue de l'hébephobiphilie, alors j'ai peut-être mal prononcé, qui est l'attirance pour les enfants pubères. Et la deuxième définition commune, c'est qu'un pédophile est une personne qui agresse les enfants, ce qui n'est pas la même chose que l'attirance. Donc, les études scientifiques, on garde le mot pédophile pour l'attirance, et on parle d'agresseur sexuel d'enfants ou de pédocriminel pour l'autre, ce que je ferai ici dans la vidéo. Donc, quand je parlerai de pédophile, je parlerai de gens attirés par les enfants. J'en parlerai très peu de pédophilie dans cette vidéo, mais sache qu'il y a des études qui cherchent à savoir comment se développe tel ou tel type d'attirance sexuelle. Et évidemment, on essaie de comprendre comment se développent les attirances pour les enfants. À peu près 5% de la population est pédophile, mais contrairement à ce qu'on croit, cela ne veut pas dire que la personne est un gros déviant, puisque beaucoup de pédophiles ont des réactions génitales en voyant des enfants nus, mais sont aussi attirés par des adultes et vont continuer leur vie sans agresser personne. D'ailleurs, tous les pédophiles n'agressent pas des enfants et tous les agresseurs ne sont pas pédophiles. Et ça, c'est le plus compliqué à comprendre. L'attirance sexuelle, c'est qu'un des 4 facettes d'un agresseur. On peut très bien agresser des gens qui ne nous font pas réagir sexuellement. En gros, si tu veux les chiffres, la moitié des pédocriminels, c'est-à-dire des gens qui agressent les enfants, est attiré par les enfants, l'autre n'est pas attiré sexuellement par les enfants. Alors évidemment, le fait d'être pédophile est d'un des facteurs de pédocriminalité. Donc avoir des pensées pédophiles ne veut pas dire que tu es pédocriminel, mais ça veut dire que tu as quand même beaucoup plus de chances de l'être. Et donc dans les différents types de pédocriminels, on donne pas forcément de nom spécifique, mais tu as plein de types différents. Il y a ceux qui sont pédophiles ou ceux qui le sont pas, t'as ceux qui font ça en solo ou qui le sont pas, t'as ceux qui sont incestuels et les autres pas, t'as ceux qui ne consomment que sur internet de la pédopornographie, t'as ceux qui prédatent, entre guillemets, ou les opportunistes. On verra dans la 3e partie leurs différences. Mais déjà, on va faire la liste de ce qui fait des facteurs qui vont créer un pédocriminel dans sa vie. Donc, énumération. Évidemment, comme j'avais dit, l'attirance sexuelle pour les jeunes va jouer, même si, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas suffisant. Ensuite, même si une personne agressée ne devient pas forcément agresseur, ça augmente la probabilité d'agression. On voit qu'à peu près, sur les personnes qui ont été agressées enfants, il y en a 30% qui vont agresser à leur tour. Donc ça reste que 70% des gens ne le font pas. Alors souvent, on voit dans les études des fois des chiffres assez énormes de 99% des gens qui agressent ont été agressés, mais il faut voir qu'aussi c'est biaisé par le fait que les gens souvent, devant les juges, mentent en s'inventant une enfance difficile pour pouvoir s'en sortir plus facilement devant le tribunal. On a aussi toutes les pensées qui vont justifier d'une agression, et alors c'est lesquelles ces pensées permissives chez les pédocriminels? Les plus fréquentes c'est « j'ai le droit ».
d'agresser des enfants. L'autre, c'est le monde est dangereux ou les gens sont hostiles. Je dois dominer. Les abus sexuels sur enfants ne sont pas si graves. Un enfant aime le sexe avec les adultes ou les désirs sexuels sont incontrôlables. On y reviendra, car certains pédocriminels y sont plus ou moins sensibles, ce qui va déterminer le type d'agresseur. Au niveau de la personnalité, les pédocriminels en moyenne se sentent plus isolés, pratiquent l'évitement pour éviter les soucis et se soumettent plus fortement aux autres en général. Alors évidemment, je te dis en général, ça ne te fait pas le profil de tous les pédocriminels. Il y a plein de différences entre les différents types. On retrouve aussi des traits antisociaux, une méfiance envers les autres et un intérêt sexuel pour la violence. Et aussi, l'environnement des pédocriminels est important puisque certains n'agressent que lorsque la situation le leur permet, comme leur métier en contact d'enfants, leurs beaux enfants, etc., etc. Pour détruire des idées reçues aussi, il y a certains facteurs qui n'influent pas à la pédocriminalité. Les personnes autistes, celles déficientes mentalement et les homosexuels n'ont pas plus de chances d'agresser des enfants que d'autres personnes. D'ailleurs même, les déficients mentaux, par exemple, ont plus de chances d'être victimes de pédocriminels que d'agresser eux-mêmes. On note pas plus de troubles psy chez les pédocriminels. Ce qu'on note par contre, c'est plus de désinhibition liée à des traumas crâniens ou à de la substance. Substances comme alcool, drogue, une substance comme n'importe quel type de drogue. Bon, après, t'as quelques caractéristiques, on sait pas trop quoi en faire dans les études, mais ça ressort de temps en temps, et puis les résultats sont discordants, des fois oui, des fois non. Mais par exemple, les gauchers auraient plus tendance à être pédocriminels, on sait pas pourquoi. Bon, tous ces facteurs, c'était surtout une façon d'introduire la troisième partie, puisqu'en faisant des mélanges différents, on obtient des agresseurs différents. Alors, on va pas faire des cases simplistes, car la réalité ne fonctionne pas comme ça. On va donner plutôt quelques caractéristiques sur lesquelles on peut différencier les pédocriminels, et chacun va cumuler différentes caractéristiques qui permettront de les classer et de les comprendre. Donc, on va voir les différents types de pédocriminels que l'on rencontre. On va d'abord différencier entre les pédocriminels femmes et hommes, puisque c'est pas le même profil. Alors déjà, en nombre, les femmes agresseurs seraient moins nombreuses que les agresseurs hommes. On ne sait pas de combien, par contre, car les stats actuelles ne sont pas fiables. On a vu qu'il y avait pas mal de biais, et on commence à peine à recueillir les différents chiffres, sachant que les agresseurs femmes ont été vachement sous-estimés pour l'instant. En caractéristique, on voit que les hommes récidivent plus, utilisent des méthodes d'agression plus violentes, utilisent la menace pour faire taire les victimes plus souvent et agressent plus souvent en solo qu'avec un complice. Les femmes, elles ont plutôt tendance à agresser leurs propres enfants, alors que les hommes agressent plus leurs beaux-enfants ou les étrangers. Les deux, par contre, peuvent agresser sans être pédophiles. Et les conséquences des agressions par des hommes ou des femmes ont les mêmes conséquences sur la victime. « oh la chance, il s'est fait niquer par sa prof à 11 ans » ne tient pas, vraiment, au vu des résultats des études. Si on prend les archétypes des pédocriminels classiques, c'est-à-dire si on essaie de résumer les différents types, ils sont différents chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes, en gros, tu aurais le pédocriminel sadique, celui qui veut clairement faire souffrir, voire tuer ses victimes, le pédocriminel amoureux, qui a du mal avec le monde adulte et donc comble ses besoins affectifs et sexuels avec les enfants, et le situationnel ou opportuniste, qui ne cherche pas particulièrement les enfants, mais ne contrôle pas son comportement à force d'être entouré d'enfants et profite de moments seuls habituels avec l'enfant pour l'agresser. Chez les femmes, les trois archétypes sont la personne amoureuse de l'enfant qui dit vouloir l'éduquer au sexuel, bien avant l'âge légal, la complice d'un homme pédocriminel qui va continuer à agresser en solo une fois avoir appris à agresser avec son compagnon, et la personne qui va reproduire les violences qu'elle a subies elle-même enfant, en général sur ses enfants. Contrairement à la vidéo sur les agressions sexuelles, ici, les profils des hommes et des femmes qui agressent sont clairement distincts. Ensuite, on différencie les pédophiles qui abusent leurs propres enfants et ceux qui agressent les autres. C'est un gros point de flou dans les études des pédocriminels parce que les non-incestuels sont plus étudiés. Et on voit un profil différent entre les pédocriminels incestuels et les autres. La différence, c'est qu'un pédocriminel qui agresse ses enfants coche beaucoup moins les cases des agresseurs classiques, entre guillemets. On note en fait beaucoup plus de problèmes d'attachement, de maltraitance dans leur enfance ou de reproduction d'abus sexuels. Par exemple, ils ont très peu de pensées permissives que l'on retrouve chez les pédocriminels. Donc en fait, ce sont plutôt des reproducteurs de violences qu'ils ont subies eux-mêmes. Une grosse différence aussi, c'est qu'ils ont une congruence émotionnelle avec les enfants plus faible que les autres pédocriminels. Alors c'est quoi la congruence émotionnelle avec les enfants ?
Ben, la congruence émotionnelle, c'est le sentiment d'être en phase avec les enfants, ou de se considérer soi-même plus comme un enfant que comme un adulte. Et là, tu vas voir comment vont s'assembler plein d'éléments que je t'ai déjà donnés. Tu vas tout comprendre et tu vas dire « Waouh, quel storytelling de génie !» Est-ce que tu te rappelles qu'une des pensées justifiant les agressions est que les gens ne sont pas fiables? Ou que le monde est hostile? Est-ce que tu te souviens que la méfiance envers les autres augmentait la pédocriminalité et que des compétences émotionnelles ou sociales faibles augmentent les agressions? Que le besoin d'intimité aussi. Et d'après toi, quelle population d'êtres humains ont peu de compétences sociales, ont des besoins affectifs à combler fortement et sont vulnérables aux adultes? Eh bien, c'est les enfants. Et aussi les pédocriminels à la ramasse. Imagine, un homme qui a de faibles capacités à s'adapter au monde, a du mal socialement à trouver une place, considère les autres comme fourbes ou dangereux, et que du coup, monte une frustration sexuelle et affective forte. Eh bien, quel ne fut pas leur plaisir que de rencontrer des gens naïfs, qui ont moins de répondants, qui mettent moins de limites et ne savent pas se défendre, et qui lui ressemblent selon lui. Et là, tu comprends mieux la phrase célèbre de Claude François, « Au-delà de 16 ans, je me méfie ». Si tu te sens bien en sécurité qu'avec des enfants, bah tu les agresses plus facilement. Parce que si le gamin de 8 ans te fait un câlin ou monte sur tes genoux, c'est pas qu'il est ouvert sexuellement. Ce que va confondre un pédocriminel avec des signaux d'amour et d'attirance sexuelle aboutant à une agression de leur part. Et là, par exemple, tu as la description d'un pédophile amoureux qui va combler ses besoins avec d'autres enfants parce qu'il se sent plus proche d'eux. Parce qu'il est à la ramasse avec le monde adulte qui lui fait peur. Tout ça pour te dire que ce profil d'agresseur enfantin, on le trouve beaucoup moins chez les agresseurs incestueux. Alors, on n'a pas fini. Il y a aussi la différence entre les agresseurs de contact et de non-contact. Par exemple, envoyer sa bite à des gosses par mail est considéré comme une agression. Et consommer de la pédopornographie n'est pas en soi une agression, mais ça te fait rentrer dans la pédocriminalité, car tu participes à un système où l'on fait souffrir des enfants. Et donc, il y a évidemment des différences entre les gens qui consomment de la pédopornographie et ceux qui agressent les enfants, ou ceux qui font les deux en même temps, évidemment. Comme pour la pédophilie, le lien n'est pas causal, mais tu as plus de chances d'agresser des enfants si tu consommes de la pédopornographie. Alors, l'apparition d'Internet a vu apparaître plein d'autres profils de pédocriminels. On a ceux qui vont juste consommer des images, ceux qui vont aller draguer ou montrer leur bite sur Internet, ce qui constitue déjà une agression sur des mineurs. Et après, on a les agresseurs plus classiques, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui vont agresser les personnes en face d'eux. Donc là, ce qu'ils ont étudié, par exemple, c'est ceux qui vont aller au contact des enfants ou pas. Ce qu'on voit, c'est que ceux qui agressent les enfants en contact ont plus de contact avec les enfants dans leur vie réelle, ont un accès à Internet plus difficile, ils ont en général moins d'empathie avec leurs victimes, plus de récidives et un lien avec l'alcool, l'impulsivité et les difficultés sociales assez fort. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ceux qui ont le plus de fantaisie sexuelle, bandent plus à la vision de gamins qui sont plus pédophiles, sont ceux qui consultent les sites pédopornographiques sans agresser. Bref, encore une preuve que ce n'est pas l'excitation sexuelle qui va faire l'agression. Évidemment, ça ne veut pas dire, attention, qu'une personne qui consulte des sites pédopornographiques ne va jamais agresser des enfants. Et le problème, c'est qu'actuellement, on ne peut pas faire la différence entre quelqu'un qui consomme de la pédopornographie et ne va pas agresser les gens et quelqu'un qui va finir par agresser les gens. Parce que oui, plus tu en consommes, plus le risque que tu agresses des gens augmente. On reviendra sur le problème que pose ce manque de distinction sur la prévention. Aussi après, on a la distinction entre le pédocriminel pédophile ou pas. Ici, la pédophilie, c'est pas un facteur causal, comme je disais, mais c'est un facteur aggravant. Les non-pédophiles y répondent mieux au traitement, y récidivent moins et ont moins de congruence émotionnelle avec les enfants. Et enfin, on différencie si l'agresseur est mineur ou pas, puisque 25% des agressions sur mineurs sont faites par d'autres mineurs. Et là, je vais pas beaucoup en parler, parce que les études montrent que les agresseurs mineurs ressemblent plus au profil de gens avec des troubles de la personnalité antisociale, dont j'ai parlé dans une vidéo, donc je vais pas m'étendre dessus. Bref, les agresseurs mineurs correspondent plus au profil de troubles de la personnalité antisociale qu'au profil d'agresseurs pédocriminels. Évidemment, ça veut pas dire qu'ils agresseront pas plus tard, puisque comme on a dit, les traits de personnalité antisociale augmentent le risque de pédocriminalité adulte. Alors ça, c'est les grosses différences qu'on voit dans les études. Et si on prend les différents archétypes dont je t'ai parlé, tu peux mélanger les dosages de certains facteurs pour obtenir ces archétypes. Par exemple, tu prends pas de problème de gestion émotionnelle, bon contrôle de soi, pas de pensée permissive, mais grosse excitation pédophile,
Tu mets un environnement avec Internet et sans enfants, t'as le consommateur de pédopornographie qui va consommer sans agresser. Tu mets gestion émotionnelle enfantine, besoin d'intimité, pensée permissive et t'auras les pédocriminels amoureux. On met excitation pédophile, problème d'inhibition et de compétences sociales. Tu mets environnement rempli d'enfants et t'auras le pédophile opportuniste. On met excitation à la violence, problème de comportement, trait antisocial et tu as le sadique. Bref, si tu veux comprendre un pédocriminel, tu peux prendre les différentes caractéristiques et construire son profil. Évidemment, ça vaut pour tous les agresseurs sexuels, comme j'en avais dit dans la vidéo d'avant. Alors du coup, comment on fait pour gérer tout ça ? Comme expliqué dans la vidéo sur les agressions sexuelles sur mineurs, on a 3 approches de santé publique pour empêcher des actes violents. La prévention primaire, secondaire et tertiaire. La primaire, elle consiste à balancer des messages au grand public. Les messages sont adressés à tout le monde et donc on va en faire un peu parce que déjà on y est en faisant cette vidéo et tout ce que je t'ai balancé avant ça en était et j'en ai pas beaucoup trouvé sur le net. Bien sûr ici je te fais pas des messages de prévention à l'arrache, c'est issu des recherches sur les pédocriminels et de ce que les chercheurs pensent qu'il est important de savoir pour le tout venant. Donc pour les parents, t'as plusieurs points importants. Les étrangers sont pas le plus gros danger. En gros, vos enfants, ils ont quasiment 80% de chances d'être agressés par des proches. Ensuite, ne pas laisser son enfant avec quelqu'un qu'on connaît assez peu. Ne pas laisser son enfant avec un potentiel récidiviste. Les pédocriminels ne l'ont pas marqué sur le front, on peut pas le voir directement, il n'y a pas de signe. Faire surtout attention si un adulte veut passer pas mal de temps avec son gamin. Aussi, il n'y a pas forcément de signe des abus. Donc pas de signe ne veut pas dire que l'enfant ment. C'est à prendre au sérieux. Apprendre les parties du corps au gamin pour qu'il puisse en parler plus facilement, ainsi que celles qui sont inappropriées dans des échanges avec un adulte, est important pour qu'il puisse se défendre ou alors juste te dire qu'il s'est fait agresser, puisque la plupart des enfants vont mettre des années à dire qu'ils ont été agressés. Et pour les ados, tu peux aussi parler des viols conjugaux et du consentement, puisque pas mal de personnes mettent du temps à remarquer que ce qu'ils ont vécu était un viol. Vérifie tout ce que fait ton gosse sur Internet, autant que tu vérifierais les gens qui fréquentent dans la vie réelle. Si tu as des doutes qu'il y a un truc, parle-en à quelqu'un. Et si c'est sûr qu'il y a quelque chose, balance tout au service adapté. Les services adaptés en France étant les numéros spéciaux enfance maltraitée, que tu peux trouver facilement sur Internet, les cellules de recueil des informations préoccupantes, si tu n'es pas sûr qu'il se passe quelque chose mais tu as des doutes, et si tu es sûr qu'il s'est passé quelque chose, tu as la gendarmerie ou le procureur qui vont recueillir la plainte. Alors ça, ce sont des conseils de prévention globale, primaire, comme je t'ai expliqué. Ensuite, tu as la prévention secondaire qui consiste à cibler les personnes les plus à risque. Ici, les enfants et les futurs pédocriminels. Pour les enfants, ça consiste en des campagnes généralement d'explication des agressions, du consentement et des parties du corps. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Maintenant, pour les potentiels pédocriminels, eh bien c'est vachement plus compliqué. Parce que jusqu'à récemment, dans certains pays, il n'y avait aucun centre pour les aider à ne pas agresser. On réagissait une fois l'agression commise. Il n'y a pas non plus de campagne pour sensibiliser cette population, donc on va faire quelques principes généraux ici. Déjà, avoir des attraits pédophiles ne veut pas dire que tu vas agresser des gens, mais ça en augmente forcément les chances. Donc il faut faire attention. Ensuite, t'es pas responsable de comment tu t'excites, de ce qui t'excite. Par contre, t'es responsable des agressions que tu commets. Comme je te l'ai répété 15 000 fois, le problème ne vient pas des excitations, mais du contrôle de celles-ci et de comment on le justifie. Donc ça s'apprend et de plus en plus de professionnels et de centres s'y forment. Il faut savoir que le fait de penser que les excitations sont incontrôlables augmente les chances d'agresser, que ça soit agresser des mineurs ou des personnes adultes. Et il y a un stéréotype général sur les viols qui pense que c'est la force de l'excitation qui va faire que on va agresser. Sauf que ce n'est pas le cas. C'est l'incapacité à se contrôler qui crée l'agression, pas la force de l'excitation. Par contre, ils ont pris des criminels sexuels et non sexuels et ils ont vu que ce qui se passait, la différence entre les agresseurs sexuels et non sexuels, c'est pas s'ils s'excitaient devant des images de violence, c'est s'ils arrivaient à calmer leur excitation par la suite. Donc très important à savoir, des excitations, ça se contrôle. Ensuite, une relation enfant-adulte a des conséquences énormes sur le développement de la personne mineure, dans la plupart des cas, et est excessivement dangereux. Et d'ailleurs, ça a un coût social énorme en termes d'arrêt de travail et de gestion de la maladie. Et ensuite, si tu as des problèmes d'intimité, d'affection et de sexualité, ces problèmes n'ont pas à être réglés en couchant avec des enfants. Il y a bien d'autres façons de les régler. Le but est d'informer sur les différentes caractéristiques et ce qui va créer une agression et que c'est potentiellement évitable.
Pour avoir plus de détails sur le type d'intervention secondaire, je te laisse les articles car j'ai déjà fait une vidéo bien trop longue pour mes capacités de travail. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la prévention tertiaire qui est d'empêcher la récidive des criminels. Et ici, on a plusieurs choses qui ont été tentées. On a des programmes éducatifs, les TCC, les thérapies systémiques et la castration. Bon, déjà, on a un problème général pour tout, de compliance au traitement, d'adhésion thérapeutique. La plupart des pédocriminels les suivent pas. Pour les programmes éducatifs, les résultats sont vraiment pas bons, et d'ailleurs il y a un vrai problème lié aux différents profils, qui ne devraient pas avoir les mêmes programmes. Par exemple, une personne pédocriminelle qui allait juste consulter sur internet. Comme on sait pas trop identifier s'il a des chances d'agresser directement, on prend des risques. Par exemple, si on le met dans un groupe de personnes non agresseurs, mais pédophiles, et qui pédocriminels sur le net. On risque de banaliser son excitation et d'augmenter les chances d'agression. Mais si au contraire on le fout dans un groupe de criminels de contact, on risque aussi de le confronter à toute la culture du romantisme et de la justification des agressions qui va augmenter ses chances d'agression. Donc pas de top non plus, donc on ne sait pas dans quel programme éducatif le mettre. Alors le plus efficace en termes de résultats, ce serait la castration, qu'elle soit chimique ou définitive. Cependant, ça règle pas du tout le souci, puisque de 1, on n'a pas besoin de bits pour agresser des gens, et de 2, enlever la libido ne fait pas disparaître les agressions, au cas où tu l'aurais toujours pas compris. Parce que c'est pas la pulsion sexuelle qui est responsable des agressions. Et la systémie et la TCC, leur but principal, c'est de régler les problèmes familiaux ou d'apprendre à gérer sa sexualité, ses problèmes sociaux, et de se défaire des conditions facilitant les agressions. Ça marcherait le mieux sur les adolescents. Et ce qui marcherait le mieux sur les adultes, c'est la castration. Bon, au niveau du soin des pédocriminels, c'est vraiment pas fifou, et le taux d'irrécidive reste beaucoup plus élevé. Alors comme il y avait beaucoup plus de choses à traiter que ce que je voulais, finalement, va falloir que tu ailles voir les sources si tu veux plus de détails sur les différentes interventions. Je vais essayer de bien t'organiser les sources. Bonne journée!